Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Brabant qui vient nous présenter la pièce de théâtre Au-delà des marées et nous parle aussi de dramathérapie. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous présente son sujet « Stimuler notre cerveau ». Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres avec le sujet « La santé mentale des immigrants ». Vous écoutez Folie douce, émission numéro 806. Ici Claire. Ici Julie. Du podcast EndoAide. Vous écoutez présentement Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Lauriane Brabant. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Bonjour. Bonjour, on va parler ensemble d'une pièce de théâtre qui se nomme Au-delà des marées, qui a été mise en place, développée par l'Espace Potentiel. Dites-nous donc d'abord, qu'est-ce que ça fait l'Espace Potentiel? Comment on peut le décrire? Bien, l'Espace Potentiel, en fait, c'est un organisme de théâtre avec une vocation sociale et thérapeutique. Donc, on a deux volets. Un volet qui est plus axé sur la création de spectacles sur des sujets sociaux. Surtout, on traite beaucoup de la santé mentale dans nos sujets qui sont récurrents. Puis, on a un volet vraiment axé sur la dramathérapie qui est séparé, mais qui peut aussi se joindre. C'est-à-dire que par la dramathérapie, c'est possible de créer un spectacle puis d'arriver à une représentation soit privée devant des proches ou plus publique. Donc, ça peut se marier, mais il y a les deux volets. Ouais. Comment on décrit ça, la dramathérapie? Comment on peut décrire justement ce que c'est? Oui, c'est une bonne question. On le comprend un peu, mais en même temps... Mais la dramathérapie, dans le fond, ça fait partie des arts de la thérapie créative. Dans le fond, il y a les arts-thérapie plus ce qui est art visuel. Ouais. On a aussi la musicothérapie qui existe et la dramathérapie. Il y a aussi le danse et mouvement thérapie ou thérapie par le mouvement qui existe. Mais dans le fond, la dramathérapie en tant que telle, ça va être un processus de thérapie qui peut se faire soit en individuel ou en travail de groupe, où est-ce que le théâtre ou le jeu va être comme l'outil, dans le fond, pour faire la thérapie. Ouais. Parce que les gens développent eux-mêmêmes aussi, ils vont jouer peut-être la pièce, mais ils vont développer aussi ce qu'ils auront à jouer. Oui, exact. Fait que des fois, ça peut être par la création. Par exemple, si on travaille avec un groupe qui a une problématique ou un objectif semblable, on peut ensemble, par le groupe, le sujet va émerger, les questions vont émerger, ils vont pouvoir on peut créer un spectacle, mais aussi on peut seulement faire du travail par le jeu sans aboutir nécessairement à un spectacle. Ça peut être comme, mettons, je sais pas moi, un groupe qui dure 10 séances, où est-ce qu'on fait un processus avec le groupe, avec des objectifs, mais on va utiliser l'improvisation, par exemple. On va utiliser des fois la fabrication de masques et même de jouer le masque qu'on va avoir créé. Okay. Il y a vraiment beaucoup de méthodes qui existent. Il y a aussi les rôles. On va explorer différents rôles. Par exemple, je sais pas, moi, si dans mon rôle, j'ai de la difficulté à prendre un rôle de leadership, puis j'ai envie d'explorer à travers le groupe ce leadership que je semble pas avoir, bien, je peux aller explorer ce rôle-là. Ou le rôle de la mère, où je me sens, je sais pas, moi, j'ai de la difficulté dans mon rôle de mère. J'ai envie d'aller chercher un rôle de mère qui est plus solide ou qui se sent plus en mesure d'être une mère, on peut aller l'explorer par le jeu, par exemple. Est-ce que tous les gens comme vous qui êtes, un peu, qui chapeautez un peu l'activité, j'imagine que vous devez quand même avoir une certaine préparation, parce que ça peut, tu sais, quelqu'un peut passer un dur moment, tu sais, justement, si on va fouiller dans ses émotions. Oui. Fait que comment vous préparez ou comment vous êtes peut-être apte à faire cette intervention? En fait, il y a un cours, une maîtrise qui se donne à Concordia de dramathérapie. Donc, c'est un cours de 2 ans où est-ce qu'on a 800 heures de stage à faire et on a des cours aussi préalables qu'on doit avoir suivis en psychologie avant. Puis, dans le programme de maîtrise sur 2 ans, on fait aussi des formations là, sur l'accompagnement, la relation d'aide. Mm-hmm. On suit aussi beaucoup de formations sur la psychothérapie également. Okay. Donc, en plus d'intégrer des techniques qui sont de la dramathérapie, donc que je nommais tantôt. Oui. Est-ce que l'espace potentiel existe depuis longtemps? Puis quand ça a été créé, est-ce que c'était justement dans ce but-là de dire il n'existe pas grand-chose en termes de dramathérapie, on veut mettre quelque chose en place? Bien, en fait, à la base, ça fait 10 ans environ que ça existe. C'était au nom des vidanges en cavale. OK. Et le nom est beau quand même. Ouais. Ouais. Au départ, c'est vraiment plus à vocation sociale. Donc, il n'y avait pas l'aspect dramathérapie, mais il y avait beaucoup de parler pour les gens de la rue, par exemple.
Ils ont voyagé aussi pour ça, les vidanges en cavale, c'est-à-dire ils ont voyagé beaucoup, ils sont allés en Amérique centrale, par exemple. Moi, je faisais pas encore partie de la compagnie gang, encore, ouais. mais c'était quand même axé sur le social, toujours des thématiques comme, mettons, travailler avec des itinérants, par exemple, ou des populations vulnérables, donc ça faisait partie. Puis, on a pris une tangente, dans le fond, on a fait notre sortie l'année dernière avec le spectacle Au-delà des marées, avec le changement de nom. Et là, si on veut, on s'est comme spécifié là, avec l'approche thérapeutique. Donc, c'est social et thérapeutique. Puis, on a changé de nom pour l'espace potentiel, qui est en fait un terme d'un théoricien sur le développement, Winnicott, qui a ce concept de l'espace potentiel. Et ça vous fait presque, ça vous enlève des barrières parce que ça peut être plein de sujets, plein de choses. Vous n'êtes pas limité en disant espace potentiel. Effectivement, on cherche le potentiel on veut faire briller le potentiel de tout le monde, qu'on ait des difficultés ou qu'on n'en ait pas. Fait que quelque part, ça reste un espace de jeu ou de représentation. Fait que tout est dit finalement dans le titre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme un espace de jeu, un espace entre moi et l'autre, un espace à l'intérieur de moi, entre mon soi puis mon faux soi, ou tu sais, comme là, j'entre un peu dans les concepts de psychologie, mais cet espace-là, comme tu disais, de jeu. Oui, exactement. C'est vraiment ça. Quand on parle de la pièce, donc, Au-delà des marées, l'idée de la pièce, puis vous êtes co-auteur, vous jouez dedans aussi, vous avez fait plusieurs rôles dans cette aventure, mais c'est né comment? Ou est-ce que vous êtes parti j'imagine, de l'idée de dire qu'il faut créer quelque chose qui va s'attaquer à la santé mentale ou qui va s'intéresser à la santé mentale? En fait, je dirais que le sujet est venu vers nous. C'est-à-dire qu'on a fait la rencontre d'Alice Charras de la Société québécoise de la schizophrénie, puis elle cherchait quelque chose de spécial à présenter pour leur 30e anniversaire. Et donc, elle nous a demandé si on pourrait créer un spectacle sur la schizophrénie. Donc, on a dit, ben oui, allons-y. Un beau défi. Oui, un beau défi. Puis, c'est sûr que pour nous, c'est un sujet qui c'était important de respecter. Puis, il y avait des objectifs quand même clairs derrière la création du spectacle, qui était d'humaniser, de déstigmatiser, mais autant, c'est montrer le vécu, autant de la personne qui vit avec la schizophrénie que le proche aidant. On voulait montrer les deux réalités. Puis, il y avait aussi l'idée de ne pas cacher les moments difficiles, puis de laisser quand même de l'espoir, parce qu'il y a des rétablissements, puis il y a de l'espoir. Oui. Sans voler les punchs peut-être de la pièce, comment on ressort selon si les gens, par exemple, sont schizophrènes, voient la pièce, ou si des gens sont des proches, est-ce qu'ils ressortent plus avec l'idée qu'il y a de l'espoir à la fin? Parce que j'imagine que ça doit être douloureux aussi de voir des choses, ça te rappelle peut-être des souvenirs? Ou... Bien, je pense qu'effectivement, c'est très émotif dans la salle quand on présente la pièce, mais ce qu'on reçoit par la suite, c'est « Mon Dieu, je me suis vue, je me suis reconnue ». Je me suis sentie entendue parce qu'il y a des autres autour qui reçoivent la pièce en même temps. Et pour les proches aidants aussi, de faire « Oh mon Dieu, tu sais, je suis pas tout seul ». C'est beaucoup le retour qu'on a eu des spectateurs. Puis même des gens qui avaient aucune connaissance sur la schizophrénie, qui sont venus voir le spectacle, ont dit « Mon Dieu, je suis contente d'avoir vu le spectacle. Ça m'amène à avoir une nouvelle manière de regarder cette problématique en santé mentale. » Tu sais. On stigmatise beaucoup la schizophrénie, puis souvent les gens voient ça, tu sais, le mot schizophrénie, bon, violence, perte de... Tu sais, ça se résume souvent à quelque chose de très simpliste, alors que ça peut être tellement, probablement varié, puis c'est très nuancé, beaucoup plus nuancé que les gens peuvent penser. Oui, effectivement. Puis je pense que c'est ça qui ressort beaucoup du spectacle, on essaie de défaire, tu sais, dans la pièce, les personnages vont porter cette voix-là, de dire comme, tu sais, ce qu'on entend dans les médias, ça fait peur, tu sais. Puis oui, des fois, mon fils a pu faire peur, mais il fait pas toujours peur. Puis, tu sais, c'est comme, faut sortir un peu de ce que les médias en font, ouais. Cette peur aussi qui est comme un peu historique aussi. Il faut peut-être un peu aussi décortiquer cette peur-là, de dire oui, c'est peut-être un peu normal parce que c'est quelque chose qui sort de la norme, puis quelque chose qui surprend la majorité des gens.
mais c'est peut-être pas, on devrait peut-être pas avoir si peur que ça en justement comprenant la situation, puis en sachant peut-être quoi faire. Je sais pas si la pièce va jusqu'à là, mais tu sais, on peut faire des choses des fois pour peut-être calmer une personne qui est en crise, ou tu sais, il y a sûrement des moyens, en tout cas, sans passer par tout le côté médication puis intervention médicale et tout ça. Là. Oui, mais c'est sûr qu'en tant que citoyen, je pense que déjà, quand on croise une personne, par exemple, qui va parler à voix haute, tu sais, de la saluer quand même, ou de ne pas éviter de l'ignorer, je pense que déjà, c'est quelque chose qui est à portée de main, qui est simple à faire, de juste voir la personne. Tu sais, elle existe, elle est là. Puis peut-être qu'elle est en détresse, peut-être qu'elle a besoin d'aide. Oui, peut-être qu'elle parle haut, justement, elle parle fort, peut-être pour attirer une certaine attention, je sais pas, là, mais des fois, c'est comme vous dites, si on l'ignore, ben c'est peut-être pire, là, finalement, ça donne encore un sentiment d'incompréhension, peut-être, de la personne. Donc, en tout cas, ça peut pas nuire de savoir que c'est une personne devant soi, peu importe son état, là. C'est ça. Vous avez présenté la pièce donc à quelques reprises, je pense au courant de l'hiver 2020, là, février, dans ce coin-là. Oui, en février 2020. C'est ça. Est-ce que vous voulez, un peu comme on parlait tantôt de l'ancien nom de l'organisation qui était un peu en cavale, mais est-ce que vous voulez justement aller en cavale parce qu'il y a sûrement beaucoup de population à informer puis avec la pièce? Bien, c'est sûr que c'est quand on crée un spectacle comme ça puis qu'on reçoit les commentaires des gens qui disent « Mon Dieu, vous devriez montrer ça aux jeunes dans les écoles secondaires, par exemple. » Tu sais, pour faire de la prévention ou informer les gens, puis faire le tour. Fait que nous, c'est sûr qu'on serait intéressés de la jouer. Donc, d'après moi, il va y avoir d'autres opportunités. Puis si jamais vous entendez cette émission aujourd'hui puis que vous dites « Mon Dieu, j'aimerais faire venir la pièce à mon travail ou dans mon milieu de travail, dans l'organisme où est-ce que mon enfant fréquente, ou c'est possible, vous faites juste nous contacter, puis nous, on va voir ce qui est possible, puis voir comment on peut aller chercher le financement et tout ça. Et comment on fait, justement? C'est la meilleure façon, j'imagine, c'est soit un site web ou la page Facebook, par exemple, pour mieux connaître ce qui se passe en temps réel, puis peut-être communiquer avec vous autres? Oui, exactement. On a la page Facebook. Si vous tapez l'espace potentiel sur Facebook, vous allez tomber sur notre page. Puis notre site web, c'est simple, c'est www.l'espacepotentiel.com. Donc, vous pouvez aussi nous écrire via la page web, dans le fond. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos aussi sur la pièce? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été soit enregistrées ou décrites, ou est-ce qu'on a plus d'infos qu'on va... sur vos environnements web? Oui, exactement. Mais sur la page, par exemple, vous allez avoir un synopsis de la pièce. Il y a aussi un court vidéo, là, j'ai pas le mot en français pour dire teaser. Oui, c'est ça, comme une espèce de un petit vidéo promotionnel, promotionnel, qui accroche un peu, qui donne un peu le sens de la pièce pour pouvoir intéresser les gens. Hein. Exactement. OK, c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant. On ne connaissait pas l'espace potentiel. Donc, merci beaucoup, Lauriane Brabant. Puis bonne continuation dans la démystification, puis toute cette approche-là d'information aussi au niveau de la santé mentale. Merci d'avoir été à Folie Douce. Merci de m'avoir invité. Au plaisir. Au plaisir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Salut tout le monde, Pierre Laporte avec vous pour ce bloc Espresso. Et aujourd'hui, le sujet, c'est inspiré d'un article qui s'appelle « Stimuler son cerveau ». C'est un article écrit par Madame Marianne Garcia-Bourg, qui est journaliste santé et auteure. Ça a l'air c'est une nouvelle profession, journaliste santé. En fait, j'ai pris ça sur le site psychologie.com. Alors, cette Madame Garcia-Bourg nous dit que l'exercice mental est un excellent moyen d'action pour entretenir autant que développer ses câblages neuronaux, soit les exercices de mémoire, mais aussi les mots croisés, les grilles de Sudoku et les jeux à télécharger, etc. Personnellement, les grilles de Sudoku, j'en ai jamais fait, mais je sais que c'est très populaire. Alors, on nous dit que tous les apprentissages sont aussi bienvenus. Ainsi, explorer un nouveau domaine aiguise l'intellect autant que la mémoire. Qu'il s'agisse de devenir bénévole dans une association, d'apprendre une langue étrangère ou de s'initier à un sport. La palme de la stimulation cérébrale revient à la pratique
ou à l'apprentissage d'un instrument de musique qui exige vivacité d'esprit et coordination des mouvements. Pour se trouver de nouvelles passions, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs activités. Le plaisir doit rester au rendez-vous, mais le cerveau a besoin de se lancer des défis. Repousser les limites de ce qu'on croit pouvoir faire est excellent pour le moral autant que pour l'intellect. Il n'y a pas d'âge pour exercer sa créativité. Monsieur Joël de Rosny, qui est biologiste, nous dit un cerveau même vieillissant est tout à fait apte à reconfigurer des réseaux neuronaux. Cette créativité dépend aussi de l'aptitude au bonheur, soit l'aptitude de s'aimer soi-même, ce qui n'est pas toujours évident. Monsieur Rosny avait écrit dans son livre « Surfer la vie », paru en 2012. Il défend la capacité à savoir jouir de l'instant et à s'adapter à l'imprévu. Il nous dit « Le cerveau est un réseau fluide inclus dans la totalité du corps. Il se reconfigure en permanence au gré de ses relations avec son environnement interne et externe. » Maintenant, protéger sa mémoire. Madame Brigitte Auteniante, qui est chercheuse et qui dirige l'équipe de lésions neurovasculaires à l'INSERM, qui est un établissement public à caractère scientifique et technologique français, elle nous dit, même tard dans la vie, on peut continuer à fabriquer ou multiplier significativement les neurones. Il est essentiel d'être actif mentalement et en bonne santé physique pour conserver sa performance intellectuelle. La neurogénèse, soit la transformation des cellules souches neuronales en neurones fonctionnels, dépend aussi de notre capacité à les faire travailler, car ces cellules nerveuses toutes jeunes ont besoin de stimulation pour rester en vie. L'effort de concentration requis par un renforcement de l'activité intellectuelle ou par l'apprentissage d'un nouveau violon d'Ingres, par exemple, peut permettre à ces neurones de se relier solidement aux réseaux neuronaux. Ainsi sont générées de nouvelles connexions pour notre intellect. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, ce qui est essentiel. Maintenant, si on parle de nos sens, travailler ces 5 sens est une façon jubilatoire d'entretenir son cerveau, car ils sont très adaptables. On en a fait l'expérience en plongeant des volontaires dans le noir. Au bout de 5 jours, l'aire cérébrale dévolue au toucher s'est développée. Les neurones de la vue se sont détournés de leur affectation d'origine. Pour développer l'ouïe, on peut s'entraîner à suivre plusieurs conversations en même temps ou s'exercer à reconnaître les différents instruments dans une symphonie. Pour stimuler l'odorat lié à la mémoire et qui participe à 90% à la saveur des mets, on ferme les yeux avant d'identifier les aromates, les épices ou reconnaître les vins. Enfin, ne pas oublier de masser ou de se faire masser pour stimuler son toucher. Quand on développe un sens, tous les autres en profitent. Maintenant, si on parle d'utiliser ses bras et ses jambes, des recherches montrent que la marche rapide pendant 45 minutes, 3 fois par semaine, permet d'augmenter le volume de l'hippocampe. Madame Martine Duclos, qui est chef de service de médecine de sport à Clermont-Ferrand et qui est auteur, elle nous dit, quel que soit l'âge auquel on décide de se mettre ou de se remettre en exercice, le cerveau peut en bénéficier des 3 à 6 mois de pratique quand il s'agit d'un sport d'intensité moyenne, comme le vélo, le jogging ou la marche rapide, toujours sur la base de 45 minutes, 3 fois par semaine. Il n'y a pas que le débit sanguin qui soit stimulé lors d'une marche. Le cerveau doit également administrer les perceptions du corps. Par exemple, un terrain boueux, des bourrasques possibles, des pentes, des descentes, etc. et le réglage de glycogène, notre carburant musculaire. À sa charge aussi l'augmentation de volume des capillaires qui lui fournissent glucose et oxygène et la transmission des neuromédiateurs comme la dopamine qui joue sur le moral. Et en plus, on avance en parlant, en réfléchissant ou en écoutant de la musique. Toute cette gestion active la plasticité cérébrale. Cette découverte est due à M. Giacomo Rizzolatti,
qui est directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme, en Italie. Alors, cette Madame Garciabou nous parle maintenant de faire preuve d'empathie, qui serait bon pour le cerveau. Autrefois, on disait la bonté. Aujourd'hui, on appelle ça l'empathie. Alors, elle nous dit l'empathie est bénéfique pour notre cerveau. Mais je vais m'arrêter ici et je poursuivrai sur le sujet de la stimulation du cerveau un peu plus tard dans l'émission. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous présente sa chronique sur la santé mentale des immigrants. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le sujet « Stimuler notre cerveau ». Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Bien, c'est avec plaisir que j'accueille à nouveau Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Bonjour, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Surtout, tu nous amènes toujours des sujets très importants au niveau de la santé mentale, puis qu'on n'aborde peut-être pas si souvent. On a eu quand même des très bons sujets, puis tu en as un très bon cette semaine, c'est la santé mentale des immigrants. On a abordé à l'occasion le côté de santé mentale des immigrants, comment ça se vit, tout ça, mais je pense qu'il faut effectivement y revenir. Là. Oui, en effet, les immigrants ont des problèmes comme d'autres populations de santé mentale. Et ici, on va se limiter évidemment aux problèmes de santé mentale qui pourraient être dus à l'immigration. Ouais. On ne parle pas d'autres types de problèmes de santé mentale. En fait, donc, les immigrants, quand on part de leur point de vue, de leur pays, ils quittent leur pays pour des raisons quelquefois personnelles, pour partir un peu à l'aventure, et aussi pour des raisons sociales, économiques, politiques, souvent dans certaines régions. Et suite à donc ce départ et cette arrivée au Québec et au Canada, ils vont développer certains troubles, une partie d'entre eux, donc. Et les principaux troubles, ce sont l'anxiété et le stress. Oui. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'adaptation, il y a beaucoup effectivement de stress, un emploi, voilà. Tout ça. Là. Ils vont rencontrer des difficultés comme n'importe qui, mais évidemment, ça va prendre une couche supplémentaire avec eux. On peut citer différents petits problèmes qu'ils vont rencontrer pendant la journée, juste l'adaptation à la vie québécoise, souvent à la langue. Ouais. Bon, certains ont la langue française, d'autres pas. Ouais. D'autres la connaissent de manière accessoire. Et on a tous vécu la fatigue suite à l'apprentissage d'une langue étrangère. On sait qu'en fin de journée, on est épuisé. On a mal aux muscles, mal aux mâchoires. On se couche, on dort tout de suite. Ouais. Donc, il y a aussi le fait, non seulement la langue, mais les coutumes. Donc, on rentre dans un magasin, on doit trouver la bonne manière d'aborder la personne, on veut pas être inadéquat. Même moi qui avais la langue française, je faisais quand même attention à la manière dont je me comportais. Parce que t'es immigrante, toi-même. Je suis immigrante, en effet. Depuis pas si longtemps, d'ailleurs. Ça fait 15 ans que je suis au Québec. Ouais. Et c'est sûr qu'au début, je faisais attention à la manière dont je formulais les choses parce que je voyais que les gens ne comprenaient pas toujours, que ce soit même quand je recherche un fruit, un légume qui n'aurait pas le même nom, ou la manière de le formuler. Ouais. Alors, c'est sûr que ça, à la fin de la journée, ça vous épuise un petit peu. Donc, ça prend, je dirais, environ une année à ce niveau-là pour se mettre à niveau avec le vocabulaire. Mais il y a d'autres difficultés, outre la mentalité, les coutumes, l'alimentation. Il y a des problèmes plus solides, je dirais, comme trouver une école si on a des enfants, ou trouver une école pour nous-mêmes si on est des adultes, mais qu'on voit qu'on doit aller faire une reconnaissance des acquis, ou qu'on doit aller peut-être s'inscrire à une école pour une mise à jour. J'en parlerai un peu plus tard, ce que ça peut provoquer. On peut évidemment avoir des soucis et du stress et développer de l'anxiété parce qu'on se soucie des personnes de la famille qui sont restées au pays. Ouais. On se soucie aussi peut-être de nos enfants, de notre conjoint, s'il est avec nous. Est-ce que lui, il a le même vécu que moi avec l'immigration? Est-ce qu'il a plus difficile?
Alors, trouver une job, ça, c'est tout à fait quelque chose. Ça, c'est majeur. C'est majeur. C'est vraiment majeur parce que je dirais que même si 58% des immigrants sur Montréal, en tout cas le Grand Montréal, arrivent avec un diplôme universitaire, la plupart des diplômes ne vont pas être reconnus comme tels. Donc, on va devoir reprocéder à des études. Pour ma part, j'ai dû faire une autre maîtrise, en plus de celle que j'avais, pour avoir vraiment un diplôme québécois. Il y a quelques diplômes qui sont reconnus, mais vraiment, ce n'est pas la majorité. Donc, il y a ce souci aussi de se dire, mais qu'est-ce que je vais trouver? Je vais devoir retourner aux études, même si on a bien préparé l'immigration. On se doutait un petit peu, ça prend souvent une allure, dans le fond, c'est pas 6 mois que ça va prendre, c'est 2 ans. Ouais. Et peut-être plus que 2 ans, parce que si on peut pas le faire à temps plein, il faut gagner sa vie, il faut nourrir la famille. Donc, à ce souci de reconnaissance de compétences, de diplôme, s'ajoute une couche aussi financière, parce qu'il faut quand même travailler, apporter un revenu, même si l'immigrant doit arriver avec un minimum de dollars pour assurer un 6 mois de survie. C'est des exigences dans le pays. un peu, oui. Il y a des exigences assez strictes, je dois dire. Et pour de bonnes raisons, je pense, parce qu'en effet, on veut s'assumer. On assume qu'effectivement, là, c'est rare qu'une personne arrive puis tout de suite, à moins qu'elle ait déjà une promesse d'emploi, mais c'est pas toujours le ça... Alors ça arrive, mais c'est des gens qui arrivent avec des statuts différents, un petit peu des statuts où ils ont 6 mois où ils peuvent rester ici, ou 1 an pour des jobs. En effet, ça c'est possible, mais quand on veut vraiment venir comme immigrant résident permanent et au bout de 3 ans devenir citoyen canadien, c'est sûr que les démarches sont différentes. Est-ce que les immigrants, en général, c'était un exemple clé, puis peut-être dans ton cas, c'est la situation ou pas, mais est-ce que les immigrants ont vraiment le temps de se préparer? Est-ce qu'on peut assez se préparer pour pas avoir une espèce de choc culturel ou c'est presque impossible? C'est-à-dire qu'il faut vraiment immigrer, il faut avoir un peu de notion, mais quand on arrive, c'est sûr qu'on va passer à travers des difficultés. Ah oui. Je peux vous dire qu'on peut se préparer comme on veut. Moi, je connaissais bien Montréal. J'avais vécu dans d'autres pays, d'autres continents. Le choc culturel, il est toujours là. Et il est là où on n'attend pas toujours. Ouais. Donc, c'est sûr qu'à un moment, on se le ramasse et puis on le vit, on passe à travers. On a des périodes un peu plus difficiles. On appelle ça la fin de la lune de miel aussi pour les immigrants. C'est ça, parce qu'au début, il y a une espèce de période où tout est beau. Wow, on est très excités. On est content d'être là, j'imagine. Tout à fait. Pour ça, la réalité, puis selon la température, des fois, tu sais, ici, c'est difficile, la température. Là, dans des périodes, oui, bien sûr. Et dépendant d'où on vient aussi, c'est certain. Et puis, oui, on se prépare parce que l'immigration, ça dure certainement plus d'1 an et demi, rien que pour la procédure de papier. Ouais. Donc, on a le temps de se préparer. Mais j'allais dire, c'est pas que ça sert à rien, mais il est certain qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut faire uniquement ici. Et par exemple, s'habituer à la nourriture, on ne peut pas savoir si ce qu'on va trouver dans les magasins ou pas. Bon, comme Européens, c'est encore assez facile de trouver des aliments, mais il y a des pays où ça devient plus difficile d'aller trouver les aliments pour se refaire une popote réconfortante en plein hiver et se sentir bien. Tout le monde a ça, un plat qu'on aime, et c'est ça va être un petit peu difficile. Donc, ils rencontrent des obstacles. Et comme tu disais, Yvan, le plus important des obstacles, ça va être quand même la discrimination. Environ 26% à 39% des immigrants ont vécu de la discrimination, que ce soit par rapport au fait de trouver un travail, et là on arrive à un gros os, et ou trouver un logement. Je dois dire que c'est certain que moi, on me demandait des références, on me demandait vous aviez habité où avant, je débarque, donc je n'ai pas habité... Ici, en sol québécois. C'est ça. Et pour l'emploi, on vous dit quelles sont vos références québécoises. Je n'en ai pas, mais j'en ai à l'international, ou j'en ai dans mon pays, j'ai des lettres. Ah non, ça ne va pas, il faut la première expérience. Oui, mais tout le monde demande toujours la première, c'est ça. Alors, pour peu qu'on se laisse un peu vite décourager et qu'on ne soit pas quelqu'un qui rentre quelquefois un petit peu dans le tas, là, il faut vraiment avoir du courage le matin pour se reprendre un autre refus et où on va de nouveau dire, il n'y a pas la première expérience. Et donc, là, il faut aller chercher de l'aide avec... il faut commencer comme bénévole, il n'y a rien à faire, parce que c'est comme ça que ça se passe au Québec. Et puis aussi, par exemple, le travail intérim sera un peu moins regardant avec la première expérience québécoise, donc il pourrait éventuellement prendre les gens. Ce sont tous des stress qui vont rajouter à l'expérience de l'immigration. Et en fonction de la manière dont l'immigrant va réagir et dont il va apprécier cette expérience post-migratoire, donc c'est-à-dire il est arrivé, comment est-ce qu'il vit tout ça, s'il est satisfait ou non, vont se développer plus de troubles.
C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui n'a pas réussi à apprendre la langue française assez bien, qui n'a pas trouvé une job en fonction de son travail, qui a son enfant peut-être dans une école qui ne le satisfait pas, qui a un logement qui ne le satisfait pas parce qu'avant il avait quelque chose de plus beau dans son pays. Beaucoup d'irritants. Voilà, c'est ça. Donc si on est moins satisfait, etc., c'est sûr qu'on va développer du stress, en tout cas de la non-satisfaction, et ça peut amener donc aussi de l'anxiété. Il est certain qu'il y a aussi un vécu familial et un vécu prémigratoire qui peut évidemment rentrer dans la danse. On sait que, je parle ici d'immigrants, je ne parle pas de réfugiés, 58% de la communauté hispanophone qui immigre au Québec a été témoin de violence. Oh. Donc, même s'ils ne sont pas des réfugiés, des gens qui ont subi de la torture, etc., ce sont des gens, il y a quand même 58% juste de cette communauté qui a vécu de la violence. Il peut y avoir du post-trauma qui se développe, parce que des fois, ça vient à la surface plus tard. Là. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que oui ou non, on va peut-être développer un stress et une anxiété uniquement dû à l'immigration. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Ceux qui ont le plus de facilité, ce sont les jeunes. Ils vont s'intégrer jeunes à l'école, ils vont avoir des amis qui ont peut-être le même vécu, donc ils vont trouver tout de suite une oreille, une écoute, ils ont le même vécu, alors que des fois, les adultes, on est plus dans la solitude, dans l'isolement, parce que c'est moins facile comme adulte de se faire des amis. Et les jeunes, comme envoyés tout de suite dans le bain rapidement, ça, puis voilà. ils n'ont pas le choix, là, c'est ça, effectivement. Et puis bon, ils ont moins de vécu, et donc ils acceptent plus vite peut-être certaines coutumes, certaines mœurs, et puis de la nourriture aussi et tout. Ouais. Donc c'est certain que ça va prendre, pour les jeunes, il y a une facilité, c'est certain. Des choses qui vont aider quand même adultes et jeunes, il y a des points quand même très positifs dans les communautés immigrantes. Certaines communautés, ils font que de la nourriture préparée maison. Donc évidemment, une bonne alimentation, ça aide à avoir un bon moral et c'est bon. Réconfortant, voilà. Ça nous rassure. On partage avec d'autres membres de la communauté. Il y a une communauté qui pourrait être un peu plus solidaire. Et aussi, il y a des personnes, donc des fois on dit qu'avoir un diplôme ou X diplôme peut aider aussi à aller chercher des ressources et se débrouiller. Donc pour aller chercher plus d'aide. Donc ça pourrait éventuellement aider les adultes. Oui. Quelques temps, peut-être, il reste peut-être une minute, Catherine, pour conclure, là, si tu veux donner certaines références également. Là. D'accord, ok. Alors en fait, l'immigration en soi, on ne peut pas dire que cela va causer des problèmes plus importants que des problèmes qui existent dans la population québécoise. Ouais. Donc les pourcentages sont identiques en matière de stress et d'anxiété. Donc on ne peut pas dire que l'immigration en soi, c'est un risque pour la santé mentale. Et les chercheurs expliquent ça par le fait que peut-être que le groupe, les immigrants en eux, c'est peut-être un groupe un petit peu plus résilient qui décide de faire ce changement et donc qui va être un peu plus... Ils vont être un peu plus tenaces ou voilà, c'est ça, ils vont ça. se dire j'ai pas fait ça pour rien finalement. Voilà, il sait un petit peu dans quoi il s'embarque. Ouais. Alors, pour aller chercher de l'aide, c'est certain qu'il faut appeler tout simplement à Montréal le 211-211-211 et vous tombez sur un service multiple pour le Grand Montréal. Vous pouvez aussi aller sur le site web, donc 211qc.ca, 211qc.ca, et là vous allez sur catégorie immigration et communauté et vous avez vraiment une série de services en fonction des problèmes que vous rencontrez, parce que là j'ai cité quelques problèmes, mais l'immigrant peut avoir un problème qui est différent de celui que j'ai cité et il peut aller chercher donc de nombreuses ressources pour l'aider. C'est intéressant, c'est un service qui est peut-être pas si connu, mais en signalant 211 avec le téléphone, on peut avoir de l'information spécialement pour les immigrants finalement. Exactement, il y a des suivis de l'aide médicale, parce que c'est sûr que le médical pour un immigrant, il doit apprendre de zéro comment fonctionnent les systèmes de santé, et pour la santé mentale, c'est fondamental qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils aillent chercher de l'aide, ce qui est difficile dans certaines communautés parce que l'éducation n'est pas assez faite. Merci beaucoup. Merci Catherine pour ce sujet, donc la santé mentale des immigrants. Et à une prochaine. Merci Yvan. Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. Re-salut tout le monde, ici Pierre Laporte à nouveau pour cette deuxième partie de cette chronique que je fais aujourd'hui sur le cerveau. C'est la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le bloc espresso allongé, si l'on veut, la deuxième partie. Alors, j'avais commencé ma lecture d'un article qui s'appelle « Stimuler son cerveau ». C'est un article que j'ai trouvé sur l'Internet, sur le site psychologue.com. C'est écrit par Madame Marianne Garcia-Bourg, qui est journaliste et auteure. Alors, cette Madame Garcia-Bourg nous parle maintenant de faire preuve d'empathie qui serait bon pour le cerveau. Autrefois, on disait la bonté. Aujourd'hui, on appelle ça l'empathie. Alors, elle nous dit l'empathie est bénéfique pour notre cerveau. Sur le plan scientifique, l'écoute des autres, la fraternité permettent une forte concentration de neurones miroirs dans notre cerveau. Cette découverte est due à M. Giacomo Rizzolatti, qui est directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme, en Italie. Ils se sont aperçus que deux singes, l'un observant l'action de l'autre, activaient les mêmes neurones, comme si chacun pouvait reproduire dans son cerveau ce qu'il voyait faire par l'autre. Situés dans la partie frontale du cerveau, les neurones miroirs en sont la partie la plus intéressante, soit celle de la mémoire de travail. Ces neurones de l'apprentissage par imitation et du partage avec l'autre, appelés aussi neurones Gandhi, permettent de simuler dans son cerveau l'état émotionnel d'un interlocuteur pour mieux l'identifier. Il joue ainsi un rôle dans la reconnaissance de l'autre, dans la cognition sociale et donc dans la conscience de soi, souligne M. Jean-Didier Vincent, qui est neurobiologiste, neuropsychiatre et auteur. Maintenant, jouer collectif. Selon une enquête datant d'août 2007 de l'Institut national de la statistique en France, les personnes en couple vivent plus longtemps. Certainement à cause de l'entraide et des liens que suppose la vie à deux. Développer son empathie est une façon de ne pas vieillir, nous dit M. Jean-Didier Vincent. Notre cerveau est un cerveau collectif. Plus on est entouré, plus on a d'interactions avec l'autre, et mieux notre cerveau se portera. Cet organe humain est spécifiquement fait pour reconnaître l'autre. Le langage n'est d'ailleurs qu'une forme d'empathie. On sait aujourd'hui le rôle que joue la spiritualité sur la santé. L'altruisme, la générosité, la solidarité qui, grâce aux réseaux sociaux, nous font réagir face aux grandes catastrophes, représentent aussi plus qu'un espoir. Comme si notre cerveau se remodelait en même temps que notre société évoluait vers moins d'égoïsme, moins de matérialisme. Plus l'être humain se passionne pour le monde et s'adapte à ces changements, plus son cerveau va pouvoir dynamiser ses réseaux neuronaux. Maintenant, agir dès l'enfance. On peut agir très jeune sur son cerveau pour qu'il soit mieux protégé dans le futur. M. David Snowden, qui est professeur en neurologie, nous dit lire régulièrement des histoires aux enfants pour stimuler le développement de leur langage est par exemple très important. M. Robert Friedland, qui est professeur de neurobiologie à Cleveland, en Ohio, a montré quant à elle que les jeunes adultes physiquement et mentalement actifs en dehors de leur travail ont moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Le stress, il favorise les radicaux libres, attaque le système immunitaire et nuit à la substance grise. D'où l'importance d'issues de secours, comme la méditation en cas de stress important. Une étude présentée en 2012 par M. Edgardo Reich, qui est médecin argentin, montre que 73% des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont vécu un stress majeur dans les 3 ans précédant le diagnostic. L'abus maintenant de la télé. Eh bien, c'est prouvé, regarder la télévision met la mémoire en danger. Le risque de développer une maladie neurodégénérative est multiplié par 3% pour chaque heure passée par jour devant le petit écran à partir de la quarantaine.
En revanche, ce risque est réduit de moitié par des loisirs intellectuellement stimulants. Et l'ennui. Se lever le matin sans projet est déprimant et stressant. L'ennui associé à un manque d'activité mentale et physique joue sur l'importante chute des performances intellectuelles à la retraite, révèle une étude européenne menée auprès de 36 000 personnes dans 13 pays européens. Maintenant, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Comment stimuler son cerveau », voici des gestes simples à appliquer dès cet été. C'est écrit par Mme Mélanie Gomez, qui est journaliste, et c'est sur le site europe1.fr. Alors, on nous dit, pendant les vacances, l'heure est à la relaxation, mais il est aussi possible, sans changer nos plans, d'entraîner notre cerveau et notre mémoire. Pour la plupart d'entre nous, les grandes vacances sont l'occasion de déconnecter, de se détendre et de décompresser. Mais sans remettre en cause cette ambition, il est aussi possible d'en profiter pour stimuler notre cerveau. Le régime méditerranéen ou régime crétois est le seul pour lequel on a des études scientifiques. Il permet notamment de remplacer les autres graisses par celle de l'huile d'olive, une graisse qui va vous apporter un tas d'excellentes choses. Votre cerveau, c'est essentiellement de la graisse, il faut le savoir. Il y a aussi les fruits, les légumes de saison, tout ce qui peut apporter des vitamines, y compris les surgelés. Les gens ne peuvent pas aller au marché tous les jours. L'idée est d'être pragmatique. Pour l'apéritif, il s'agit de retenir que tout ce qui est bon pour le cœur est aussi bon pour le cerveau. Essayez les amandes, les noix et les graines en tout genre non salées, c'est important. Les olives, des petits légumes et éventuellement quelques jus de fruits. Mais je dois m'arrêter ici, alors je vous recommande d'aller lire la suite de cet article qui s'appelle « Comment stimuler son cerveau ». Voici des gestes simples à appliquer dès cet été. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Je tiens à remercier Pierre Laporte pour la mise en onde de l'émission et également pour ses blocs Espresso et Espresso allongé où son sujet était « Stimuler notre cerveau ». Notre invitée en début d'émission était Lauriane Brabant. Elle nous a fait connaître la pièce de théâtre Au-delà des marées et nous a aussi parlé de dramathérapie. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres avec son sujet « La santé mentale des immigrants ». C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.